Jean-Marc Governatori. Jean-Marc Governatori qui a quitté un peu ses origines niçoises et qui maintenant est parisien. Donc on a fait, Jean-Marc on se connaît depuis un certain nombre d'années, effectivement. Donc c'était un commerçant niçois et puis ensuite il a tourné donc, dans l'écologie. Il a fait de nombreuses élections locales et nationales. Donc je crois maintenant qu'il a, avec son association qui s'appelle Alliance pour une écologie, Alliance écologiste indépendance, AEI, l'Alliance écologiste indépendante, dont il est un cofondateur. Je crois qu'il va vous en parler toujours aussi bien que moi, mieux que moi bien sûr, puisqu'il a pris une envolée nationale. Et je lui passe très volontiers la parole. Jean-Marc, c'est à toi. Merci. Merci à vous tous pour votre patience et bravo à Samia et à l'Association végétarienne de France pour avoir présenté 4 orateurs aussi complets et aussi différents. C'est formidable, bravo. Je vais essayer d'être à la hauteur, ce sera pas facile, mais je ferai de mon mieux. Et d'abord vous dire que je suis vraiment très très heureux d'être avec vous. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un parcours un petit peu particulier. Lorsque j'avais 10 ans, mes copains lisaient Astérix, moi je lisais Lao Tse, Bouddha et Confucius, ce qui inquiétait beaucoup mes parents. Lorsque j'étais adolescent, mes copains draguaient les filles, moi je me formais à la naturopathie avec Pierre Valentin Marchesso, qui est le père de la naturopathie en Europe. Et lorsque j'ai eu 20 ans, j'avais une thèse sur Krishnamurti. Donc tout cela a construit ma conscience, et peu à peu, effectivement, j'ai été chef d'entreprise, etc. Et j'ai rencontré des tas de souffrances humaines, animales et végétales. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, effectivement, d'être co-secrétaire national de l'Alliance écologiste indépendante, qui est peu connue parce qu'on passe peu dans les médias conventionnels, parce qu'on a un projet de société très non conventionnel, et entre autres pour sa facette protection animale. Mais en France, il y a 300 partis politiques qui sont répertoriés au ministère de l'Intérieur, et l'Alliance est le 10e de France. Donc par ses scores électoraux et par le nombre de candidats que nous présentons, on se positionne au-delà du clivage droite-gauche, et nous présentons 300 propositions. Notre projet de société est validé par le regretté Albert Jacquard. Sur les 300 propositions, il y en a 40 qui concernent la protection animale. Je suis moi-même végétarien, évidemment. Nous avons plusieurs membres dans l'équipe qui sont dans ce cas et qui ont la conscience de l'animal. Nous mettons sur un pied d'égalité, évidemment, l'animal, le végétal et l'être humain. Nous sommes très non conventionnels parce que nous pensons par exemple que la croissance économique, ce n'est pas la solution, mais c'est le problème. Nous demandons la reconnaissance des médecines non conventionnelles. Et entre autres, c'est vrai que lorsqu'un journaliste m'interroge et m'interpelle en me disant « mais que vient foutre la protection animale dans mon projet de société politique ?» Eh bien, je fais simplement remarquer que depuis des décennies, lorsque le citoyen vote, il vote pour des individus selon leur étiquette politique. Souvent, ces individus présentent bien, qu'ils soient présidentiables, députables ou mérisables. Eh bien, l'individu présente bien, il parle bien. Mais nous pensons qu'il y a souvent des défauts de cœur. Et que l'indice protection animale, l'indice sensibilité à la cause animale, pour nous est un indice de qualité de cœur. Et peut-être que si demain nous élisions des personnes en fonction de leur qualité de cœur, peut-être que nous aurions une société plus humaine, où effectivement les êtres humains entre eux déjà se respecteraient plus, et ne construiraient pas des barrières selon la religion, selon la couleur de peau, ou la richesse, ou la pauvreté, etc. Et donc ça pour nous c'est très très important que de le préciser. Mais je ne suis pas là pour vous parler de l'Alliance écologiste, je suis là pour vous dire ma vision peut-être un peu particulière de la protection animale, qui est évidemment compatible avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais c'est vrai que je voudrais être capable de vous prouver en quelques minutes que le simple fait que de participer à une réunion comme ça contribue à améliorer le monde. C'est vrai que j'aimerais avoir cette capacité-là, je vais essayer de le faire, et c'est vrai que de participer à une réunion comme ça contribue à améliorer le monde. Je dis contribue parce que quand on est jeune, on se dit ben, on va changer le monde soi-même, tout seul, mais ça c'est impossible, simplement chacun peut faire sa part, et c'est vrai que quand vous décidez de venir à une réunion comme ça, et vous contribuez à améliorer le monde. Alors il y a plusieurs façons de changer le monde, et en tout cas d'y contribuer. Il y a l'action entrepreneuriale, que vous soyez employé ou employeur, vous pouvez contribuer à améliorer le monde selon comment vous êtes employé, selon comment vous êtes employeur. Il y a l'action syndicale, il y a l'action associative, il y a l'action sportive, il y a l'action artistique, il y a la prière et la méditation, il y a évidemment l'action politique. Si enfin, pour voter, par exemple, si on est sensible à la cause animale et que la conscience, combien c'est important que l'élu potentiel ait des qualités de cœur
qu'on l'interroge sur ce qu'il pense des corridas, de l'élevage en batterie, du commerce de la fourrure, des animaux dans les cirques, etc. Si nous prenions cette peine-là, vous verriez que peut-être on voterait différemment et que notre alliance aurait encore plus de succès qu'elle n'a aujourd'hui, malgré son absence dans la média conventionnelle. Mais c'est vrai que l'action politique est une façon effectivement d'améliorer le monde, et si demain le président Sarkozy ou le président Hollande ou le président X ou Y, il appuie sur un bouton et dit « moi demain je veux plus de corrida », il n'y a plus de corrida, effectivement pour eux c'est fort simple, qu'ils en disent qu'ils aient la conscience, quoi. Mais quand vous regardez par exemple tous les présidents de tous les pays du monde, hein, lorsqu'ils sont élus, ils font une grande réunion dans leur palace. Qu'est-ce qu'ils mangent? Du foie gras et des cuisses de grenouille, quoi. C'est dramatique. Et quand vous voyez des individus qui ont de tels pouvoirs, une forme de conscience, souvent très intelligents, et qui font, la première chose qu'ils font, c'est des menus avec des cuisses de grenouille et du foie gras, ils ne peuvent pas résoudre le chômage, c'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas de conscience. Sans conscience, tu ne peux pas résoudre le problème. Et pour nous, la notion de conscience est extrêmement importante. Donc il y a la capacité politique, il y a effectivement, tu peux contribuer à changer le monde par la façon dont tu consommes, hein. Ça c'est évident, quoi. C'est clair que bon, tu peux consommer en vrac, tu peux consommer local, tu peux consommer bio, tu peux être végétarien, etc. Et là tu vas effectivement peu à peu changer le monde, quels que soient les lobbies, quelles que soient les grandes puissances qu'on a face à nous, quelle que soit l'inertie. C'est vrai qu'on peut changer le monde aussi comme ça, par l'action consommatoire, mais je voudrais vous dire aussi qu'on peut le changer par le langage. Et c'est le petit point que je voulais aborder ce soir. Quand je fais des conférences ici et là en France, je les fais soit sur la santé, soit sur l'écologie, soit sur le vouloir d'achat, soit sur la protection animale. Et j'ai un certain plaisir effectivement à parler de la force du langage, et c'est bien que notre avocate préférée ait mis le point sur les quelques mots ici et là qui étaient modifiés par le législateur. Parce que c'est vrai que si on a dit à un moment donné qu'au début était le verbe, c'est vrai que la force du langage est vraiment déterminante. J'ai observé effectivement deux points qui m'avaient beaucoup interpellé sur les tests qui nous étaient soumis. Moi je pense que chaque être humain dans la vie, il reçoit des tests. Des tests de comment il mange, des tests de comment il parle, des tests de comment il réagit, des tests de comment il travaille, des tests de comment il anime, des tests de comment il vote, etc. etc. Et dans ces grandes séquences de l'humanité, si vous prenez le temps de les étudier, eh bien, vous allez remarquer qu'il y a souvent un test moral qui revient, et il y a d'autre part un test de conscience qui revient. Et c'est vrai que, pour ce qui me concerne, et pour beaucoup à l'Alliance écologiste indépendante, nous mettons sur un pied d'égalité l'être humain, l'animal et le végétal, mais les grands sages de l'humanité, les grands penseurs, eux, ils mettent une forme de hiérarchie entre le test moral et le test de conscience, selon la capacité de l'être vivant à se défendre ou à agir. Eh bien, pour beaucoup de penseurs et de grands philosophes mondialement connus du passé, des siècles passés, et pourquoi pas des millénaires passés, eh bien, le grand test moral de l'humanité, effectivement, je ne dis pas le test de conscience, le grand test moral de l'humanité, c'est comment il se comporte avec l'animal. Parce qu'effectivement, l'animal, il est fragile, il est faible, etc., etc. Mais ces penseurs disent, l'animal, il a la capacité à se mouvoir, la capacité à fuir, entre guillemets. Et donc c'est pourquoi certains penseurs de l'humanité nous expliquent qu'au-dessus de ça, il y a le test de conscience. Et le test de conscience, c'est devant le végétal. Le végétal, il est immobile, il est inaudible pour beaucoup d'entre nous. Hein. Il y a des scientifiques qui nous expliquent que quand tu coupes un arbre, quand tu coupes une fleur, elle exprime une douleur. Lorsqu'il se passe des choses dans une forêt, il y a des arbres par des émissions de sève particulières ou des émissions olfactives particulières, elles préviennent les autres arbres. Hein. C'est pas un fantasme, hein. C'est de la science. Hein. Eh bien, s'il est vrai que le grand test moral de l'humanité, c'est notre comportement devant l'animal, le grand test de conscience de l'humanité, c'est notre comportement devant l'herbe, devant la fleur et devant l'arbre. Eh bien, par rapport à ces deux déroutes que connaît notre espèce, je dis que ça explique tous nos malheurs. Ce grand défaut moral et ce grand défaut de conscience expliquent tous les malheurs que nous vivons, parce qu'aujourd'hui, si tu analyses le monde, que tu vois les déficits de bonheur, les déficits de bien-être, les déficits financiers, les déficits écologiques, où que tu regardes, il y a du déficit. Quand tu penses aux métiers piliers, il y a des métiers piliers dans une société humaine, que sont le paysan, le policier, le magistrat, le soignant, l'éducateur. Eh bien, si tu interroges les membres de ces métiers piliers, eh bien, tu rencontres un grand mal-être. Parce qu'on est complètement à côté de la plaque. Et ce complètement à côté de la plaque, il se traduit par notre comportement face à l'animal et notre comportement face au végétal. Je terminerai en vous disant une prière un petit peu longue.
parce que, donc, effectivement, ayant étudié les grandes religions et y étant beaucoup intéressé, vous verrez que toutes les religions ont leurs prières, plusieurs, et souvent avec des points de concordance. Et donc, je me suis dit que les protecteurs des animaux pouvaient peut-être aussi avoir leurs prières. Donc, effectivement, il y avait un texte qui avait tourné sur Internet. Et comme j'ai la chance d'avoir du temps, je me suis retraité depuis 15 ans, j'ai vendu mes affaires, voilà, 15 ans et j'ai du temps. Je passe ma vie dans les trains parce que je fais des conférences ici et là en France. Donc, j'ai écrit 13 bouquins, tous dans les trains. Et par ailleurs, donc, j'ai travaillé cette prière, ce texte qui n'était pas une prière à la base, qui était sorti donc sur Internet. Je l'ai beaucoup travaillé, beaucoup modifié. D'ailleurs, je crois qu'elle était sans auteur au départ. Ce texte, et certains d'entre vous l'ont dit, mais je voudrais qu'on termine cette journée par cette prière pour l'animal qui s'appelle Pardon. Vous savez, je l'ai envoyé à certains d'entre vous. Hein. Et donc ce pardon, effectivement, m'a beaucoup interpellé. J'espère que je ne pleurerai pas comme ça m'est arrivé lorsque j'ai fait une conférence sur la corrida, voilà, 3 ans à Marseille, je crois, c'est ça? Mais c'est vrai que c'est fort, ça, quand même. Et voilà, quels sont ces pardons? On les connaît, mais je pense que c'est bien de les dire des fois, parce qu'au début était le verbe, et c'est pas par hasard. Je crois effectivement que la vie récompense l'action, la vie récompense la pensée, mais la vie aussi récompense la prière. Pardon aux animaux qui hurlent de terreur et de douleur dans les abattoirs. Pardon aux animaux qui meurent de soif, de froid, d'étouffement, pendant d'interminables jours de transport vers l'abattoir. Pardon aux animaux qui ont vécu toute leur vie dans l'enfer des usines d'élevage intensif, sans jamais marcher, manger normalement, respirer l'air de l'extérieur, profiter de leur mère ou de leurs enfants, malades, survaccinés d'hormones de croissance et ou d'antibiotiques. Pardon aux animaux agressés et dévorés par la voracité humaine. Pardon aux oies et canards que l'on gave jusqu'à percer leur gosier, jusqu'à l'étouffement, pour que leur foie malade et hypertrophié abîme des estomacs humains. Pardon à l'oiseau abattu en plein ciel ou au repos sur une branche ou lâchement pris au piège lors de ses migrations. Pardon au joyeux lapin sacrifié au cours de sa gambade champêtre, aux sangliers innocents ou aux cerfs traqués par la meute. Pardon aux milliards d'insectes qu'on empoisonne par nos produits chimiques, aux vers de terre, champignons, champions du labourage, et à tous ces micro-organismes qui ont pourtant une macro-importance qu'on détruit. Pardon à l'animal pris dans un piège et agonisant pendant des heures dans une infâme souffrance. Pardon aux taureaux assassinés par les pics d'une danseuse odieuse sous les pics d'une foule débile. Pardon aux animaux qu'on fait combattre pour le plaisir de psychopathes. Pardon aux escargots qu'on torture plusieurs jours avec du gros sel pour les faire dégorger avant de les cuire vivants. Pardon aux animaux de laboratoire victimes de parodies de tests. Pardon aux animaux prisonniers à vie dans des cages chez les particuliers, dans les cirques, les zoos, les élevages industriels. Pardon aux 100 millions de tonnes de poissons capturés dans les mers et océans. Pardon à ces êtres vivants dont on sacrifie et pollue le milieu. Pardon aux poissons de rivière qui agonisent dans l'eau, pollués ou dans des lits asséchés. Pardon aux poissons d'élevage dont la nourriture et l'espace inappropriés déforment leur physique et dont la surpopulation fait qu'ils s'attaquent entre eux et se dévorent entre eux. Pardon aux poussins broyés et gazés. Pardon aux crustacés, et notamment aux homards qu'on pêche si facilement lors de la migration, qu'on coupe en deux vivants et qu'on ébouillante vivants. Pardon aux esturgeons qu'on éventre pour vendre à prix d'or leurs œufs. Pardon aux grenouilles dont on arrache à vif les cuisses, si souvent dépecées vivantes. Pardon aux poussins mâles qu'on broie dans les élevages industriels, car ils ne font pas d'œufs. Pardon aux poussins femelles qu'on emprisonne à vie pour qu'ils fassent un maximum d'œufs. Pardon aux animaux qu'on délocalise et qu'on prive de leur milieu naturel pour être ensuite abandonnés à des milliers de kilomètres de leur environnement natal. Pardon aux animaux dépecés vivants pour leur fourrure vitale pour eux et si futile pour les humains qui les portent. Pardon aux animaux sacrifiés au nom de la plupart des grandes religions. Pardon à l'animal abandonné, rongé par la détresse, prêt à pardonner à son maître qui préfère partir en vacances et qui ne viendra jamais le rechercher. Pardon aux animaux qui subissent les déforestations. Pardon aux ours, oiseaux et autres animaux dont les habitats banquises disparaissent à cause de notre mode de vie débile et mondial. Pardon aux animaux victimes des guerres humaines. Pardon aux animaux pour tous les membres de l'espèce humaine qui connaissent leur souffrance et qui s'en moquent. Pardon aux animaux pour tous ces chercheurs payés pour les faire souffrir ou qui recherchent sur des évidences comme savoir si l'animal est un être sensible. Pardon à tous ces êtres vivants, victimes de la folie humaine et de notre folle société de consommation. Merci.